Bonjour, c'est au tour des hibernaux nordiques d'avoir une vidéo qui leur est consacrée. Cette faction représente des Vikings mélangés à des Irlandais qui ont envahi les îles au nord de la Grande-Bretagne et le nord de l'Irlande. Ça sera certainement la faction la plus agressive du supplément, à mon avis en tout cas. Et pourtant, on vient de passer les factions avec les dés runiques qui sont déjà pas tendres. Au niveau des équipements, on va avoir le seigneur qui peut soit avoir un équipement standard, soit être équipé d'armes lourdes. Pour les gardes, ce sera pareil, standard ou armes lourdes, il sera représenté par des vikings. Les guerriers, ça sera soit des vikings, soit des Irlandais ou des bâtards irlando-vikings qui seront équipés de javelots. Et les levées, ça sera des esclaves équipés de javelots. On se rend compte qu'on a le choix avec, pour nos unités d'élite, entre guillemets, les gardes ou le seigneur, rien ou des armes lourdes, privilégier la défense ou l'attaque. Sur les gardes et le seigneur, j'aime pas trop les armes lourdes. Donc j'ai tendance à préférer le reste. Ensuite, les guerriers, là, c'est que de l'agressivité, javelot ou armes lourdes, donc malus systématique à l'armure. Par contre, l'avantage des javelots, c'est leur polyvalence qui leur permet de faire et des tirs de harcèlement et d'avoir des bonus en charge si l'ennemi ne serre pas les rangs. Les armes lourdes, c'est du bonus brut aux dégâts, s'il se faut charger ou quoi que ce soit, enfin en toutes circonstances. Donc c'est des très bonnes options. En fait, l'arme lourde, elle n'a pas vraiment de défaut par rapport à l'équipement standard, je trouve. On perd d'un côté et on gagne de l'autre, c'est toujours bien. Le javelot, c'est plus polyvalent, c'est plus utile en toutes circonstances, à mon avis. C'est plus confortable à jouer, en fait. Donc, les deux choix se valent. On mettra souvent un mélange des deux, je pense. Et ensuite, les levées avec javelot, je les aime pas vraiment. On verra qu'on risque d'en jouer quand même par rapport au plateau. Mais sinon, je trouve qu'ils n'ont aucun avantage par rapport aux guerriers avec javelot. Pour le plateau hiberno-nordique, on peut noter une différence importante sur les capacités basiques. C'est assez rare pour le souligner. C'est que nos dés du bonus de combat ne peuvent servir qu'à nous rajouter des dés d'attaque et on ne peut pas volontairement placer de dés dessus. Il faudra que ce soit nos capacités avancées qui nous permettent de mettre des dés là-dessus. En fait, le plateau va tourner autour de ça, de notre capacité à mettre des dés sur le bonus de combat pour être plus fort. Par contre, on ne peut pas s'en servir en défense. C'est pour ça que la faction est ultra agressive. La première capacité, verser le sang, coûte un dé commun, le F, runique. C'est une capacité de corps à corps ou de tir, là ça devient intéressant. Et à la fin de ce corps à corps ou de ce tir, on va pouvoir récupérer autant de dés sagas qu'il y a eu de morts, que ce soit chez nous ou chez l'adversaire, et les mettre sur notre réserve de combat. Bon, il faut les lancer, hein. Donc si on a des rares, ils ont double bonus. Je trouve que c'est très bien, en fait, ça nous permet d'utiliser nos dés indisponibles. Donc de pouvoir faire tourner sa réserve de dés assez facilement. Quand on tire, bon, évidemment, on va avoir moins de dés, mais ça permet de ne pas sacrifier ses troupes. Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment obligé de sacrifier ses troupes pour utiliser cette capacité. Ce qu'on aurait tendance à faire quand même naturellement. Ça dépend des dés disponibles, en fait. En tout cas, c'est une façon de faire. La seconde capacité, démonstration, qui coûte un dé peu commun, le B runique. C'est une capacité de corps à corps qui fait que si on gagne le corps à corps, notre adversaire ne pourra pas nous charger jusqu'au début de notre prochain tour. Ça fait que grâce à ça, on peut faire une grosse unité, l'envoyer au milieu des lignes ennemies
gagner nos combats et être immunisé à toute riposte, sauf aux ripostes à distance, où on verra qu'on est très très faible contre les ripostes à distance. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus passer trop de javelots dans la bande. Mais ça permet de faire vraiment une grosse unité qui va en plein cœur des lignes ennemies et qui les massacre les unes après les autres en choisissant nos combats, grâce à nos bonus, etc. Et c'est super d'avoir ce genre de mécanisme. Moi, j'adore faire ce genre de technique, quoi. La troisième capacité, Ashurlat, coûte 2D commun, 2F. Elle nous permet au corps à corps de gagner 3D d'attaque. Et ensuite, chaque fois qu'on va déclencher notre bonus de combat, de gagner 1D d'attaque supplémentaire. Ça a doublé l'effet du bonus de combat. Comme on le verra, on a beaucoup d'occurrences pour mettre des dés sur le bonus de combat dans ce plateau. Ça va permettre de faire des grosses attaques très efficaces. C'est le combo. Si on l'utilise tel quel, c'est un peu cher 2D quand même, pour avoir juste 3D d'attaque. Mais ça permet de bien fonctionner avec le bonus de combat et le plateau. Quatrième capacité, Gaël. Alors celle-là, elle coûte qu'un seul dé commun. Elle s'applique au tir. Elle nous permet de gagner 2 dés d'attaque et le même effet qu'au-dessus. 1 dé d'attaque supplémentaire à chaque fois qu'on déclenche le bonus de combat. C'est beaucoup plus intéressant en fait parce que ça coûte qu'un dé. C'est 2 fois plus intéressant, ça coûte 2 fois moins cher et c'est aussi bien. C'est pour ça qu'on aura quand même tendance à avoir du javelot dans la bande. On ne peut pas se contenter que d'une bande de fantassins au corps à corps. Cinquième capacité, danse de mort. Elle utilise un dé peu commun ou un rare, le B ou le S. C'est une activation. On va choisir 3 de nos unités qui ne sont pas épuisées. Et chacune de ces unités va subir une fatigue. Ça va nous permettre de lancer autant de dés saga que d'unités que l'on a désignées. Parce que oui, j'ai dit 3, mais on peut en choisir jusqu'à 3. Et ces dés que l'on a lancés, on peut les mettre sur notre réserve de combat. C'est une façon fiable d'avoir des dés, mais je n'aime pas le fait de mettre de la fatigue à nos unités, surtout qu'on n'a aucun moyen de se guérir de la fatigue dans ce plateau. Donc je pense que le jeu en vaut pas la chandelle. Ça va nous faire plus de tort que de bien, à mon avis. Mais si on a vraiment besoin de ces bonus, pourquoi pas. La 6e capacité, sacrifiable, qui coûte un dé commun, nous permet... c'est un ordre ou un ordre de réaction, il faut bien en tenir compte. Et donc, il nous permet que jusqu'à la fin du tour, si une unité doit subir une fatigue, on peut la faire subir une unité d'esclaves. Les esclaves, ce sont les levés. Il y a une fac, les levés ne peuvent pas faire subir de fatigue à d'autres levés, ce qui est assez logique en fait. Fac, c'est juste une clarification, ça ne change pas la capacité en soi. Donc, si une unité doit subir une fatigue et qu'elle se situe à C d'unité de levée, c'est l'unité de levée qui peut subir la fatigue à la place. Il ne faut pas qu'elle soit épuisée, mais c'est très bien, ça permet, par exemple, de se servir d'une unité de levée comme garde du corps pour le seigneur, par exemple, ou alors de faire des combats... sans subir le retour de fatigue avec nos gros groupes de gardes ou de guerriers. Enfin, c'est très utile et en fait, c'est cette capacité-là qui fait qu'on risque de mettre très souvent une unité de levée, peut-être 2, mais là, je trouve que c'est exagéré, 2 unités de levée dans beaucoup de bandes. Donc, au moins une unité de levée pour utiliser cette capacité-là. Je pense que ça les justifie en fait dans la bande. Capacité suivante, insoumis. Elle s'utilise avec n'importe quel dé, c'est un ordre. Et là, jusqu'à la fin du tour, chaque fois que notre adversaire va exploiter une de nos fatigues, et des fatigues on en aura parce qu'on peut pas trop récupérer dans ce plateau. Enfin, on peut pas du tout récupérer. Donc chaque fois qu'il utilisera une de nos fatigues, on va pouvoir lancer un des sagas et le placer sur notre bonus de combat.
Si on utilise le dé rare, on va placer les dés sur le bonus de combat sur des rares directement. Ça c'est bien parce que ça va faire réfléchir l'adversaire à utiliser nos fatigues. Donc soit l'empêcher de les utiliser, soit réduire l'impact de l'utilisation des fatigues puisqu'on va récupérer des dés sur le bonus de combat à chaque fois. Si tant est qu'on a assez de dés, bien sûr. C'est une bonne capacité. 8e capacité, poids serré. Elle utilise un dé peu commun ou un rare. Elle nous permet de prendre 3 dés disponibles, de les laisser et de les placer sur la réserve de combat. Alors, ce n'est pas un ordre, c'est une capacité de corps à corps. Bon, en principe, on va quand même faire quelques corps à corps. C'est très bien, on lance le corps à corps, on déclenche ça, on utilise nos dés. On a tout un panel de dés prêt sur le bonus de combat. On peut utiliser Hache hurlante à ce moment-là. Et ensuite, tout utiliser. Ça va nous faire une quantité énorme de dés bonus en attaque. Donc, il y a rien à dire en fait. Si on utilise un dé rare, on a un 4e dé. C'est pas perdu en fait parce que on n'a pas tant d'utilisation des dés rares que ça. Enfin, sauf avec la capacité d'après où là c'est le top du top. Mais si on a 2 dés rares, pourquoi pas ici. En tout cas, c'est le truc le plus fiable pour la capacité la plus fiable pour avoir des dés sur le bonus de combat. C'est bien mieux que Danse de mort. Alors Danse de mort, si on peut mettre les deux capacités en comparaison, on les aura à coup sûr. C'est-à-dire aussi pour nos tirs, etc. Alors que pour les séries, il va quand même falloir déclencher un corps à corps. Mais c'est quand même pas si compliqué que ça dans le plateau de déclencher des corps à corps. 9e capacité, nos rois, qui utilisent un des peu communs ou un rare. Une capacité de corps à corps qui, après la fac, il faut faire attention, ne peut s'appliquer qu'aux guerriers et aux gardes. Bon, c'est en général sur eux qu'on l'appliquait. Je pense que c'est la capacité phare du plateau, puisque en fait, pour ce corps à corps-là, ça va changer le texte de la capacité bonus, qui fait qu'au lieu de lancer un dé, on va faire une touche automatique, ou augmenter notre armure de 1 pour chaque dé du bonus de combat qu'on va utiliser. Donc déjà, ça nous permet d'avoir une capacité défensive grâce au bonus de combat, ce dont on n'avait pas accès avec le plateau hiberno-nordique. Et cerise sur le gâteau, si on utilise le dé rare, le texte du bonus de combat devient les 2 effets. C'est-à-dire que pour chaque dé, on va ajouter une touche automatique et augmenter notre armure de 1. Ce qui fait que ça se prête très très bien aux gros groupes de guerriers qui ont une armure faible et qui vont pouvoir, grâce à ça, beaucoup l'augmenter. Ou aux groupes de gardes fatigués dont l'adversaire voudrait utiliser l'armure. Ce qui va l'en empêcher. La dernière capacité, la seconde capacité qui utilise 2 dés, un commun et un peu commun, c'est un ordre qui va faire que notre seigneur va avoir une armure de 6. Ce n'est pas précisé au corps à corps ou au tir, donc je pense que ce sera les deux. Jusqu'au début de notre prochain tour, c'est-à-dire que ça va s'appliquer pendant le tour en cours et pendant le tour qui suit où l'adversaire va jouer. C'est très intéressant déjà pour protéger le seigneur. Et en plus de ça, au début de chaque corps à corps auquel le seigneur va participer, on va pouvoir prendre un dé saga disponible, le lancer et l'ajouter au bonus de combat. Ça fait une génération de dés importante pour les bonus de combat. Et ça permet de rentabiliser les combats du seigneur, quoi. Ça nous permet vraiment d'envoyer le seigneur au combat convenablement. Ça marche très bien avec sacrifiable qui fait que une unité de levée peut le suivre pour
pour encaisser ses fatigues. Bon, et puis sinon, il va être traditionnellement suivi d'un bon groupe de garde, quoi. Les unités légendaires, maintenant, c'est peut-être mes préférés dans le bouquin. Le premier, c'est un seigneur, Brodir de Man, celui que l'acier ne peut pas mordre, sorcier et régicide, qui aurait tué le roi des Irlandais. Il a une génération de dés sagas aléatoires, c'est-à-dire qu'on va générer un des 3 dés sagas, grosso modo. Ensuite, il a une armure améliorée, 5 au corps à corps, 6 contre le tir, malgré le fait qu'il soit équipé d'une arme lourde. De plus, son armure ne peut pas descendre en dessous de 5, quelles que soient les circonstances. Ce qui fait que c'est assez fiable. Encore une règle, il a la fierté sélective. Donc la règle fierté ne marche sur lui que contre les ennemis, les héros ennemis, qui ont une armure au corps à corps inférieure à la sienne. Ça, c'est assez bien en termes de souplesse de jeu. Par contre, alors c'est un défaut ou un avantage, il est obligé de remplir sa bande de garde de l'équipage noir. C'est la seconde unité légendaire qui sont des gardes équipés d'armes lourdes obligatoirement, qui ne coûtent pas de points supplémentaires. Ils ne réagissent pas à la règle « nous sommes à vos ordres ». Par contre, les activations de charge de l'équipage noir sont gratuites, ce qui au final nous fait gagner un paquet de dés saga. Alors, ces deux unités, j'arrive pas trop à les dissocier, moi, parce que j'aime pas les gardes armes lourdes en principe. Et là, en prenant les deux en même temps, donc Brodir plus tout son équipage de l'équipage noir, Fléau des mers du Nord, ça nous fait une bande thématique super sympa, quoi. Alors, par contre, il va pas y avoir grand monde. Cette faction, finalement, la plus agressive de l'âge des Vikings, à mon avis. Elle a son mécanisme spécial qui joue sur le bonus de combat. Ça, c'est très intéressant. Ça demande un petit timing, les factions à combo, quoi, comme certaines qu'on a déjà décrites. Il n'y a pas d'activation multiple, il n'y a pas de façon de gérer la fatigue. Il y a une armure assez faible parmi les guerriers et les levés, quoi. Les gardes s'en sortent encore pas si mal. On n'a pas de levée avec arc, donc aucun tir à longue distance. Donc c'est vraiment très puissant. On n'a aucune capacité défensive, mis à part nos rois pendant un corps à corps. Donc c'est très loin d'être le top. Roi des îles pour le seigneur, mais enfin. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup attaquer, gagner tous ces combats. Ça nous force à faire une bande assez variée entre les Vikings et les Irlandais. Des pavés de guerriers pour bénéficier au maximum des bonus, et puis des unités de harcèlement avec javelot qui permettent de combler les trous et de pas non plus servir de cible pour que l'adversaire nous fasse du tir au pigeon dessus, quoi. On a une très très grosse faiblesse au tir. C'est super intéressant, ça fait partie des factions que j'aime beaucoup. Pour la composition des bandes maintenant, c'est assez délicat, il y a beaucoup de choix possibles en fait. Malgré le fait qu'on n'ait pas tant d'options différentes, il y a plein de possibilités d'ajustement entre les guerriers, les levés, les gardes, les différents équipements. En premier lieu, le seigneur et les gardes, je les mets tout le temps en équipement standard. Donc, première liste classique, 2 points de garde en une seule unité, 1 point de levée et 3 points de guerrier
au choix. C'est-à-dire, moi j'aurais tendance à mettre 2 points avec des javelots et 1 point avec des armes lourdes. Ce qui nous fait une bande classique qui génère 6 dés saga. C'est bien. On n'a pas énormément besoin de générer de dés saga étant donné qu'on va en mettre... il nous en faut en réserve pour les placer sur le bonus de combat justement. Donc ça reste une option tout à fait viable, quoi. Et la répartition des guerriers n'a pas trop d'impact en fait, étant donné que les deux options sont bonnes. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout en javelot ou tout en arme lourde. Mais ensuite, la répartition se fait à votre guise. Même si tout en javelot peut être utile, alors que tout en arme lourde, non. On peut faire une légère variante sur cette liste, c'est-à-dire toujours prendre 1 point de levée, 2 points de guerrier, donc 2 groupes de 8 avec des javelots, et ensuite 3 points de garde répartis en 2 unités de 6. Ça nous fait une base solide au corps à corps et les unités de harcèlement qui vont bien derrière, tout en ayant du tir et de la polyvalence. C'est peut-être même plus pertinent dans ce sens-là. Et puis ça fait assez thématique en fait avec les unités de la classe supérieure qui seraient les vikings qui ont envahi, puis ensuite les guerriers, qui sont des sortes de métis ou de bâtards, ça sans arrière-pensée négative, hein, et puis finalement les esclaves. On pourrait faire une liste sans garde grâce à la capacité sacrifiable qui ferait que les levées prendraient ce rôle. Donc on mettrait 1 point de levée et puis 5 points de guerrier. Guerriers, on pourrait les répartir en 4 groupes de 10. Je pense que c'est bien. Ça permet d'être solide sur les combats, d'avoir une réserve de points de vie assez importante. Et bon, 2 avec javelot, 2 avec arme lourde. Ça risque d'être pertinent. Si on ne compte pas utiliser la capacité sacrifiable, qui est la seule raison d'inclure des levées, on peut très bien s'en passer en mettant 3 points de garde et 3 points de guerrier pour faire 2 unités de 6 gardes. Et ensuite pour les guerriers, soit 3 unités de 8, ce qui nous apporte 6 dés, soit 2 unités de 12. Alors là, c'est vrai qu'on n'a que 5 dés saga, mais sur ce plateau, c'est pas si grave parce que les dés saga en réserve, on va quand même réussir à les utiliser. Donc, il n'y a pas trop de mal à ça. C'est une alternative pour ceux qui n'aiment pas les lever. Moi, je les aime pas trop en général, mais c'est vrai que dans cette bande, cette capacité-là fait qu'on a envie de les jouer. Mais bon, c'est une capacité avancée qui va coûter 1 dé, etc., qu'on va pas forcément tout le temps utiliser. Et 1 point de guerrier avec javelot, à mon avis, c'est plus fort qu'un point de levée avec javelot. Donc c'est une alternative qui existe. Après, rien ne nous empêche de faire des unités plus petites, 3 points de guerrier en 3 x 8, c'est très bien aussi. Les gardes par 4, j'aime pas par contre. 6, c'est le minimum, à mon avis. Puis pour varier un tout petit peu, on peut toujours mettre que 2 points de garde et 4 points de guerrier. Donc les gardes en une seule grosse unité de 8. Et les 4 points de guerrier, là je mettrai au moins 3 points de javelot, peut-être les 4. Et répartis en unités de 8, quoi, qui font le boulot, qui génèrent des dés sagas, qui harcèlent, qui peuvent lancer des corps à corps. J'aime pas après répartir les unités dans des chiffres alambiqués comme 9, 7 ou ce genre de choses. C'est des multiples pairs. Et encore, quand c'est pas des multiples de 4, je suis assez tatilleux sur ça. Ou alors maniaque, je sais pas. La dernière liste, on va parler de la liste légendaire, celle de Brodir et de l'équipage noir. C'est simple, il y a 1 point pour Brodir, 5 points pour l'équipage noir, on n'a pas le choix. Ce qui fait qu'on aura seulement 21 figurines sur la table.
Ça, c'est assez risqué, tout en arme lourde, donc assez fragile. Et après, bon, ben, on peut faire les répartitions qu'on veut. 5 points. Là, je vais devoir directement me contredire avec ma phrase d'avant, mais ça fait 4 unités de 5, quoi. Parce que les groupes de 4 gardes, je trouve que c'est pas assez. 5, c'est un peu mieux. Et après, ça va faire des trucs irréguliers. Donc, 4 fois 5 gardes de l'équipage noir, ça me paraît bien. Mais bon, j'ai une bande légendaire. Après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est super que ça apporte une bande thématique. Voilà. Des fois, c'est original. Des fois, ça propose une autre façon de voir le plateau. Là, c'est pas vraiment le cas, mais ça apporte un thème et une identité. C'est super sympa. C'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, merci pour l'avoir écouté, si vous l'avez fait. Petite doléance quand même, c'est que j'aurais bien aimé voir plus d'armes lourdes avec toutes les occurrences qu'il y a, mais en fait, je trouve pas tant d'occasions que ça de les mettre sur mes unités. À part ça, ça reste une de mes factions préférées de ce supplément. À la prochaine.